10 jours pour être la meilleure version de soi-même. Taille mannequin, sport 5 fois par jour, perdre 10 kilos en mois, être capable de soulever 100 kilos au poids de corps, ça ne veut absolument rien dire mais c'est pas grave, avoir le meilleur make-up, les cheveux parfaitement coiffés comme au mariage de ton meilleur ami, et ça tous les jours, le poster sur les réseaux sociaux surtout, exprimer à quel point tu fais des efforts et à quel point tu es le meilleur et que tu es la meilleure version de toi-même déjà. Tout ça, ça fout un peu la pression. Alors dans cet épisode qui s'appelle « Et si on troquait la meilleure version de soi-même pour la version la plus authentique », on va essayer de mettre un peu moins de perfectionnisme dans notre vie, comme quand je parle et que j'articule pas, beaucoup plus de nuances à mon sens, revoir un peu cette illusion de la vie parfaite et même de la meilleure version de soi qui moi m'angoisse comme pas possible et qui surtout me questionne quant au message qu'on envoie à la jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc j'ai envie de dire pas de romance mais un peu plus d'honnêteté. Et puis qu'est-ce qu'on en fait de cette meilleure version une fois qu'on l'a atteint? On arrête, on meurt, ça c'est moins fun, mais qu'est-ce qu'on fait de cette meilleure version de soi-même? Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint un niveau où on ne cherche plus à progresser, où on n'avance plus, où on se contente de ce qu'on a? Ou est-ce que peut-être on pourrait se dire qu'on peut faire tous les jours des petits changements, des petits pas pour être un peu plus authentique? Authentique, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot? Pour moi, être la meilleure version de soi-même, si on prend ce qu'on nous raconte sur les vidéos YouTube là, c'est être le meilleur par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, par rapport à la société, le meilleur travail. C'est cette routine parfaite qui débuterait à 4h du matin jusqu'à 7h, avec en 3 heures du sport, de la méditation, ton meal prep, un peu travailler sur ton projet perso avant d'aller prendre ta douche, te maquiller ou pas, t'habiller au top, poster ta photo sur les réseaux, manger ton oatmeal, aller poster de 9h à 17h, rentrer, aller à la salle, dîner, aller te coucher. Waouh, quelle pression. Et ça, les réseaux sociaux, ils n'ont pas aidé, ils ne m'ont pas aidé. Alors je me pose plein de questions encore une fois autour de cette meilleure version. Puis il y a aussi ces autres meilleures versions qu'on nous impose un peu plus subtilement je dirais, soit de par notre rôle dans la société, notre origine, notre sexe, nos aspirations spirituelles ou religieuses, pour être la meilleure maman, le meilleur papa, le meilleur employé du mois, le meilleur. Et tout ça, c'est en comparaison avec les autres, en fait. À aucun moment, je trouve, en tout cas, moi, c'est un truc qui me frappe plutôt, à aucun moment on se dit, ok, qu'est-ce que je fais pour progresser, pour aller vers mes propres objectifs. Et c'est pour ça que je me suis plutôt posé la question, peut-être qu'on est déjà la meilleure version de nous-mêmes, à l'instant T, parce qu'on va progresser, déjà, et surtout, on y est peut-être déjà connecté à cette meilleure version. Juste, on ne sait pas la mettre en avant, on ne sait pas améliorer ce qui nous dérange pour y arriver, et peut-être qu'aussi on ne se pose pas les questions de l'intérieur pour troquer cette soi-disant meilleure version de soi-même pour une version plus authentique. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot authentique? Parce que j'en ai découvert la signification il n'y a pas très longtemps. Et pour moi, l'authenticité, c'est être en mesure de voir les choses telles qu'elles sont et de les exposer telles qu'elles sont. C'est pas tricher. Alors on n'est pas obligé de tout dire évidemment, on n'est pas obligé de mettre en avant des choses qu'on ne souhaite pas mettre en avant, mais en revanche, ça rend pas une vie. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc dans un monde de plus en plus connecté, et moi la première, où tout le monde expose sa vie parfaite, c'est une pression de fou, je trouve, que de ne plus avoir le droit de se tromper, ne plus le droit d'avoir, plus le droit d'avoir 1, 2, 3, ne plus le droit d'apprendre, en fait, ou de se tromper en live, parce que si je faisais la meilleure version de moi-même sur ce podcast, j'aurais coupé ce petit passage où je bégaye, mais non, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça que j'améliorerai ma diction et que j'améliorerai le podcast. D'ailleurs, scientifiquement, avant de trouver la bonne formule, on fait plein de tests, on se trompe, et on réessaye jusqu'à crier Eureka. Je suis sûre aussi
que les meilleurs cuisiniers, les meilleurs plats sont nés des erreurs faites par le cuisinier. Genre le couscous. Hop, ils ont mis accidentellement de l'eau sur de la semoule et paf, ça a fait des chocs à pic. Voilà, on aura plein de métaphores sur la nourriture, mais ça passons. Et donc, j'aimerais fortement qu'on puisse détruire toutes ces injonctions à être parfait, ces injonctions à la perfection. Elles ne nous font pas de bien au final, parce qu'elles nous poussent à être une version édulcorée de ce qu'on est, à mettre de côté ce qu'on n'aime pas, à se mentir à soi-même pour faire semblant que tout est parfait et qu'on a la meilleure vie et qu'on est irréprochable. Alors moi, j'irai chercher l'authenticité, la transparence envers moi-même et commencer par faire un inventaire et être la meilleure version à l'intérieur. Et à un moment, ça finira bien par se voir. Et puis, d'où il vient ce rush d'aller très vite? Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'être le meilleur en 10 jours? Après, on fait quoi? Vraiment, je fais quoi après ces 10 jours-là? Et puis, ça fout un sacré stress, vraiment, de ne pas pouvoir se tromper. Donc, ce qui a euh, inspiré l'épisode, c'est vraiment toute cette réflexion autour de toute la pression qu'on peut se mettre pour vouloir être parfait. On va donc pouvoir échanger avec notre invité et eux, qui se présentera juste après, autour de ce thème. Le but, c'est de pouvoir vous partager nos pratiques qui fonctionnent, surtout les siennes, peut-être celles aussi qui ont échoué, ça sera plutôt les miennes, et comment on fait pour faire un peu mieux chaque jour. Je pense aussi, et j'en suis convaincue, qu'en faisant plein de petits pas vers cette version de nous qui nous inspire, nous, inspirés aussi par les autres, je suis convaincue qu'on s'inspire du meilleur de chacun et aussi du moins bon parfois, et ben on finit par prendre un vrai virage. Et puis moi, je sais pas vous, mais moi les gros objectifs, ça me fait méga peur et j'arrête. En général, j'arrête au bout de 3 jours, grand max. Le constat, c'est aussi que tous les programmes qui vous vendent du rêve en 10 jours échouent. 10 jours, c'est bien trop peu pour aller installer une habitude, sauf si on veut faire du one-shot. Et là, ça s'appelle pas une habitude. Et j'ai envie aussi d'être plus positif quant à cette meilleure version de soi qui te met une espèce de chape de plomb au-dessus de ta tête, là, et qui te dit vite, dépêche-toi d'être le meilleur. Donc je suis convaincue que chaque jour, on peut prendre une décision, ou plusieurs, qui changera notre vie et qui nous permettra d'aller plus vers ce à quoi on aspire, et ça, c'est normal. Je vous souhaite donc une excellente écoute, et je vous dis à tout de suite avec Shiraz Gayeb. C'est moi qui enregistre cette fois. Bonsoir Shiraz, Bonsoir, comment ça ça va? va? Très bien, et toi? Ça va, merci. Bienvenue sur le chemin, le podcast. Merci, ça fait super plaisir d'être là. Plaisir partagé, je suis très heureuse de te recevoir. Merci. Alors, je te propose de commencer un peu notre échange. Le but, c'est qu'on puisse être, bon, que ce soit une conversation. Euh, Mhm. Juste avant, j'ai un peu introduit le sujet qui est ben, le fait de troquer la meilleure version de soi pour une version plus authentique. Euh, et, et mon constat, c'était de partir autour du fait qu'on se met un peu la pression à vouloir être la meilleure version de soi-même et que peut-être on regardait pas au bon endroit et qu'on regardait peut-être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça, c'était un peu tout ce que j'ai raconté avant que tu arrives. Mhm. Mais je te propose qu'on commence par une introduction de toi, par toi, avant de se lancer. Entendu. Donc, il y a plein de choses que j'aimerais dire, mais disons que je me qualifie comme citoyenne du monde parce que je ne sais pas encore s'il y a vraiment un seul endroit que je peux appeler chez moi. Et Ok. donc, ça ancre un petit peu toute ma démarche de recherche personnelle et du coup qui transpire aussi dans mon accompagnement. Bon, je suis coach. Ce que j'aime faire, c'est aider les personnes à se libérer de tout ce qui les empêche d'être profondément elles-mêmes et qui les empêche aussi de kiffer leur vie. J'aime écrire aussi, donc j'ai sorti 2 livres.
Voilà à peu près tout, je pense, sur ce que j'ai envie de partager. Ça, c'est déjà pas mal, merci beaucoup. Et du coup, tu parlais de ton accompagnement et de cette volonté d'accompagner celle qui voudrait être une version un peu plus... Enfin, en tout cas, qui fait plus. Je pense que ça Oui, tourne autour peut-être d'apprendre à se connaître et d'être plus authentique. absolument. Tu Absolument. pourrais nous en dire un peu plus sur l'authenticité. Parce que pour la petite histoire, c'est toi qui m'as appris ce mot il n'y a pas très longtemps. En fait, pour moi, l'authenticité, c'est la liberté intérieure. C'est-à-dire qu'à tout moment, je me propose d'être celle que j'ai envie d'être à l'endroit où je suis, avec la personne que je suis, avec la personne en face de moi et tout ça. Et l'authenticité, c'est en fait, pour moi, je qualifierais ça comme étant le positionnement pour mettre des limites, les respecter et les faire respecter, ou s'éloigner des personnes qui ne respectent pas. Je résumerai ça comme ça. Donc il y a vraiment une idée de liberté intérieure très forte dans cette définition de l'authenticité. Euh, mais en gros, on peut être authentique, transparente avec les proches, authentique, opaque avec les éloignés. Et tout ça, c'est de l'authenticité. Donc il y a pas de dualité dans ma vision. On peut être ça et ça, et On peut c'est être plein OK. de choses, ouais, plein de choses en même temps. C'est ça qui est Mm. cool, je trouve. Et est-ce que cette injonction à être la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose qui te parle? Ou comme moi, ça me tend, mais ça, c'est personnel, tu vois. Ça me parle tellement parce qu'en fait, c'est la grande compétition quand on a une blessure d'invisibilité dominante, comme ça Ah. a été mon cas pendant très longtemps et encore un peu maintenant. C'est l'idée de perfection, l'idée de toujours prendre la bonne Mm. décision, la meilleure décision, toujours d'être la meilleure version, d'offrir au monde vraiment cette version qui forcément va faire que tout le monde va nous choisir et nous donner une Mm. super belle place. C'est ça en fait le truc d'être la meilleure version, mais meilleure par rapport à quoi? On peut en discuter pendant toute une nuit. Meilleure par rapport à ce qu'on pense être. Je crois vraiment qu'il y a une idée d'être ce soldat docile, parfait, loyal, irréprochable. Mm. C'est trop lourd, en fait. Hyper lourd. C'est dur. Et puis, je trouve qu'on est dans une époque aussi où, avec les réseaux sociaux et toute l'exposition qu'on peut avoir et ce branding qu'on va faire de soi, tu sais, on se vend quand même sur les réseaux sociaux, que Oui. ce soit de manière juste amicale, quand on a un compte qui est plutôt privé ou un peu plus ouvert ou totalement professionnel. Je trouve que ça te met une pression d'être toujours un peu sur des épingles, tu vois, et de Hmm. devoir montrer qu'une version parfaite, il n'y a pas trop de nuances, il n'y a pas trop de vérité parce que tu peux être au bout de ta vie et quand même poster une photo au fin fond de ton hamac avec un super soleil, tu vois. Et c'est ça, moi, qui me chagrine un peu, plus que ça me dérange, parce qu'au final, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que ça... À chaque fois, je me pose la question de dans quoi est ancrée une décision, un choix, hum, une action. hum, Parce que quand c'est ancré dans une peur ou dans un besoin de blessure, on va faire des choses vraiment insensées vues de l'extérieur, avec bien sûr beaucoup d'empathie pour ouais. la version de nous qui a besoin de faire ça et qui ne l'a pas fait. En tous les cas, je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à l'avoir fait. Mais toujours, oui, se poser la question dans quoi c'est ancré. Vraiment un examen de conscience à un certain moment, en fait, de se poser cette question-là. Et tu parles beaucoup de... Enfin, tu as évoqué 2 fois le terme blessure. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur ce concept que tu expliques très bien dans tes livres et dans tes Ah, vidéos avec sur plaisir. YouTube? Ouais. Ouais, c'est ma passion du moment déjà. Pour moi, les blessures, c'est super de savoir qu'on a une blessure qui est active dans notre vie. Et d'ailleurs, Lise Bourbeau a fait un excellent travail de vulgarisation de cette idée même des blessures. Euh, mais en même temps, ce que je pense très fort, c'est que la blessure n'a jamais été un problème, puisque c'est un choix d'âme
Mhm. Si l'âme l'a choisi, c'est que ça a une utilité. Mhm. Et l'utilité, en fait, est dans la force qui est encapsulée à l'intérieur de chaque blessure. Donc, tout le truc, c'est de pouvoir se libérer du mécanisme de protection qui a été installé par l'ego. La blessure, elle, elle est juste une blessure, quoi. Ouais. Elle va très bien, mais c'est le mécanisme installé par l'ego pour nous protéger de la souffrance qui pose problème. Et c'est celui-là qu'on a besoin de déverrouiller. Et quand on le déverrouille, en choisissant en conscience une autre manière de fonctionner, on va pouvoir utiliser aussi la force qui est dans la blessure. Et pour moi, l'âme, si elle choisit une blessure, c'est pour sa force, pour pouvoir incarner cette mission d'âme, si on veut, Mhm. même si le terme est très général, mais disons que pour exprimer au monde notre grandeur d'âme. Voilà. C'est beau, la grandeur d'âme. C'est-à-dire qu'on en a tous une, c'est ça qui est cool. Ça se détend, Tous, ça permet de se détendre un peu, de dire, ah, ça va, complètement, on est, complètement. on peut être ce qu'on a envie d'être soi et pas se copier-coller à un modèle prédéfini. Ça, c'est quelque chose qui Oui. m'a beaucoup travaillé plus jeune. C'est cet aspect de, ok, là, on veut que je sois comme ça, à tel âge, il faut que je sois comme ça. Donc, je peux pas trop faire mes choix. Et je trouve que ça peut aussi aller activer certaines blessures, peut-être. C'est peut-être ces injonctions-là qu'on entend, ou dans l'environnement dans lequel on grandit, ou, je sais pas, le mot d'un prof, tu vois, qui te dit, toi, t'es faite pour faire ça, qui peut Mm, faire un peu basculer la vie d'un côté ou de l'autre. Soit du côté très positif et de dire, bah vas-y, fonce, il le voit et c'est ce que j'ai envie de faire. Ou alors t'as un rêve diamétralement opposé, genre ton prof il dit, toi t'es faite pour être coiffeuse, ce qui est très bien en soi, mais ok. Mais toi tu rêvais d'être astronaute, t'étais là, mais en fait c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Donc, mm, euh, donc ça fait du bien d'entendre que je trouve qu'on a bah, chacun une mission et qu'on est un peu sur Terre, tu vois, pour venir un peu explorer le champ des possibles autour de cette mission-là. mm. Est-ce que tu penses que derrière, dont on a un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais un peu plus préciser, s'il te plaît, ce que tu dis autour de la blessure d'invisibilité et le lien avec la version la meilleure version de soi? Absolument. En fait, la blessure d'invisibilité, elle vient s'installer au-dessus d'une blessure de rejet. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une blessure de rejet qui se réveille, mais elle se réveille vraiment tellement tôt, même peut-être parfois dans le ventre de maternelle, qu'on ne peut pas se souvenir de ce qui a été le déclencheur du réveil de la blessure de rejet. On sait juste qu'on a un défi par rapport à ça. Et on peut rester dans ce défi-là, auquel cas on va toujours avoir besoin des autres pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous offrir de la stabilité, et ça arrive, ou bien cette blessure de rejet, elle peut se transformer en une blessure d'invisibilité. Et donc concrètement, ce qu'on va dire, c'est, OK, j'ai compris, si je veux être sûr qu'on ne me rejette pas, il faut que je sécurise une place. Donc pour sécuriser la place, je dois être tellement utile, tellement parfait, tellement docile et loyal que personne ne pourra jamais remettre en question mon existence dans Mm. ce système familial. Et après, on fait ça dans l'entreprise, dans le clan d'amis, etc. Et donc, c'est comme ça que ça chemine. Et à un certain moment, on décide en fait qu'on va, sans se poser de questions, respecter toutes les règles des personnes importantes de notre vie. Ça crée des loyautés toxiques. Parce Mhm. que quand on commence à respecter les règles qui ne sont pas les nôtres, Pas ouf. hmm, Bah, c'est là, je pense, où c'est le plus difficile et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a envie de changer d'environnement. Des fois, tu dis non, là, mais là, je peux pas. Je peux plus appartenir à cet environnement-là pour X ou Y raison. Ça peut être une entreprise, un groupe d'amis. On n'est pas forcément sur des loyautés avec les proches. hmm. Est-ce qu'Instagram, c'est le lieu parfait pour être invisible, du coup? Pour Le faire lieu preuve. parfait pour être invisible, oui, ça peut être, et c'est encore plus que ça, c'est-à-dire, c'est à partir du moment où il y a une personne ou plus, on a ce masque du caméléon, celui qui se suradapte, Hmm. qui vraiment anticipe les besoins, les préférences de tout le monde et qui, tu sais, on devient le genre de personne face à qui tout le monde dit.
ah, vraiment, toi, tu me comprends bien. Toi, tu sais toujours quoi me dire et tout. Toi, je t'aime bien parce que tu me comprends Viens, on bien. parle ensemble, viens, on échange parce que ça me fait du bien. Tu Exactement, dis rien. exactement. Mais à partir du moment où on n'en peut plus, on est fatigué parce que c'est très énergivore comme mécanisme de protection, on Mhm. va s'isoler, on va se retirer, on va se couper du monde. Et Mhm. donc c'est comme ça que quand on force trop ce mécanisme-là, à un certain moment, on est tellement fatigué qu'on va quitter la fête, quitter le groupe d'amis, démissionner, partir s'installer en Australie. Tu vois un Avec peu les le genre. kangourous, ouais, je vois très bien. Je vois très très bien. Merci beaucoup. À chaque fois qu'on parle de ces blessures, là, ça me passionne. Donc on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures. Ce qui me fait penser à, autour de l'injonction d'être cette meilleure version. Est-ce que parce que pour toi, tu penses que le fait d'aller chercher ces injonctions-là à l'extérieur, donc dans un groupe, soit un groupe d'amis, soit une entreprise, soit sa famille, soit même sur les réseaux sociaux, parce que c'est un sujet qui tourne en boucle dans ma tête en ce moment, les réseaux sociaux et l'impact que ça a, notamment sur la jeunesse et sur les jeunes qui naissent avec ça. Moi, j'ai eu la chance Hmm, de naître avant les réseaux sociaux, ça me rend pas très jeune, hmm, mais la réalité, c'est que j'ai eu une vie avant que tout le monde sache où tu vas en vacances, tu vois. ouais. Je me demande dans quelle mesure ça empêche d'aller regarder un peu ce que nous, on est vraiment et ce qu'on a envie de faire, tu vois. Hmm. C'est juste une nouvelle forme d'anesthésie. Mm. C'est-à-dire tout ce qui nous empêche d'aller regarder en nous, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est anesthésiant, apaisant, etc. Ce sont toutes des formes d'anesthésie et les blessures adorent les anesthésies. Mais c'est juste une forme d'anesthésie. Mais avant, il y avait d'autres façons d'anesthésier, C'est vrai. peut-être. Oui, c'est vrai. Mais Puis ouais. c'est un livre que j'avais lu quand j'étais en première, je crois. C'est le livre de Pascal, Le divertissement. Je sais pas si ça te parle. Moi, c'est un livre, j'en ai pas lu beaucoup quand je passais mon bac de français, mais celui-là, il m'a marqué parce que justement, c'est un des textes qui m'avait le plus marqué. C'était un texte qui disait que pour fuir tes pensées et pour fuir un peu ce qui te dérange, ou en tout cas ce qui te travaille, parce que tu peux aussi être interrogé par des sujets positifs, c'est pas forcément de la torture à l'intérieur de toi, mais tu vas aller te divertir de plus en plus, et plus la gêne intérieure est élevée, plus tu te divertis. Et j'étais là, mais Absolument. oui, et c'est fou en fait. J'essaie de capter, tu sais, les moments où j'écoute trop de musique, où je regarde trop de conférences, ou alors j'ai trop besoin de lire ou de mettre un truc en fond, et je me dis, bon là, il y a un truc qui va pas. C'est que t'es en train de fuir un truc dedans, tu sais. Exact. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'éteins tout, c'est un peu flippant, mais j'éteins et je suis là, bon, ok, on va regarder. En tout cas, on va écouter. Et, Exact. et c'est comme une transition, du coup, sans transition, bonsoir, comme dans les Guignols. J'ai plein de rêves télévisés, vous allez voir, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Mais ça me fait penser, du coup, au fait que peut-être que pour être une version authentique ou une version un peu mieux chaque jour, je dirais, qu'il faut un peu s'écouter, écouter ses émotions. Et là, Oui. Et là, je fais appel à toi aussi pour les émotions. Est-ce que il y a une émotion, toi, que t'aimes écouter? Euh, Moi, je les aime toutes. Ah ouais, Mais, mais je vais te dire, il y en a quelques-unes que j'adore c'est vrai? particulièrement. Et Incroyable. oui, parce que en fait, ce sont toutes les émotions avec lesquelles j'ai eu du mal. Mhm. C'est là qu'aujourd'hui, j'adore écouter parce que je les ai trop longtemps ignorées, tu vois. Ouais. Et la première, c'est la colère. Ah ouais. Parce que la blessure d'invisibilité, on est dans le déni de colère, tu sais. On veut tellement paraître bienveillant, Mm. parfait, irréprochable. On s'autorise pas. La colère, c'est quoi? C'est une émotion vile. Il faut pas être en Ouais, colère. c'est vrai. Alors que la colère, elle est juste merveilleuse parce que ce qu'elle nous raconte comme histoire, c'est attention, on risque de dépasser ta limite. Mm. Fais attention, ouvre bien les yeux. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Ne laisse pas quelqu'un venir empiéter sur tes plates-bandes. Il y a vraiment une idée de protection, mais de protection instinctive. Donc la colère, elle est vraiment fantastique. L'autre que j'adore écouter, Mhm. c'est parce Le que c'est dégoût. Ah ouais. Ouais, c'est la seule émotion qui est capable
d'évacuer quelque chose de toxique dans notre système. C'est fou. Le système, c'est corps physique, corps énergétique, toute notre histoire, tout notre champ d'information. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui vient nous proposer je ne sais pas moi, une croyance non respectueuse ou, ou dégradante ou humiliante, Mhm. quand on ressent du dégoût à l'égard de cette pensée ou de cette idée, on l'éjecte. Si quelqu'un vient avec une intention malveillante et qu'on capte quelque chose de toxique, le dégoût va l'éjecter. Et tu pourrais nous dire comment toi tu captes ce... Est-ce que c'est sensoriel? Est-ce que c'est physique, tu vois? Comment tu captes le dégoût vu que c'est celle que t'aimes? Enfin, une des trucs Complètement. que t'aimes très bien. C'est vraiment physique en fait. On Ouais. a exactement, tu sais, le corps, quand il y a quelque chose de toxique qu'on ingurgite, va tout faire pour C'est l'évacuer, vrai, c'est vrai, sa c'est vrai. manière, tu vois. Et c'est la même chose pour les informations toxiques. On va ressentir comme un haut le cœur, comme une nausée. Mhm. Mais vraiment, c'est les mêmes signes en fait que le dégoût pour un aliment avarié ou quelque chose de ce genre. Je me dis Donc que oui, le corps, ouais, pardon, je t'ai coupé. Il, il est un peu fait là pour survivre, tu vois. On est un peu né pour survivre, je pense. Ça, c'est ma vision. Je me dis, bon, bah, on est sur Terre. mm, Fallait qu'on survive, faut qu'on survive. Et on a un instinct de survie qui est tel que si on oui, s'écoute, ouais, on peut capter le dégoût. Ou en tout oui, cas, moi, c'est plus un espèce de recul physique, tu vois. oui, Face aussi, à quelque chose ou une situation qui me dit, oulala, là, il y a un truc qui va pas. Parfois, je capte absolument. pas parce que je me dis, oula, enfin, ça va très vite. En fait, c'est vraiment très rapide, je trouve, cette sensation de dégoût. C'est immédiat, Ouais, effectivement, c'est immédiat. Parce que ça passe pas par un processus mental, c'est vraiment physique. c'est fou. Donc c'est pour ça que si on ressent, par exemple, le dégoût ne doit pas être confondu avec sa variante mentale, qui est le mépris. Mhm. Le mépris est pleine de jugement. Donc c'est basé par rapport à notre système de croyances. Et là, bon, je suis pas très fan du mépris, Mhm. mais le dégoût, c'est vraiment physique, physiologique, énergétique. C'est vraiment un instinct, comme tu dis toi, un instinct de survie. Bon, donc on peut faire confiance à notre corps quand même. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il faut juste apprendre à... Enfin, juste, avec des grands mots. Des grands guillemets, juste, parce que Ouais, moi, j'essaie d'écouter, pas c'est pas évident. si facile que ça. Non, je suis là, mais qu'est-ce que je Non, suis en pas train évident. d'écouter, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Surtout quand il y a un tiraillement. Hum, Surtout quand il y a une part de nous, souvent le mental ou la blessure, par exemple, d'abandon qui dit non, mais je veux pas être seule. hum. En face, il y a le dégoût qui dit oui, mais c'est toxique. Et l'abandon qui dit oui, oui, mais je veux pas être seule. Et ça peut continuer comme ça pendant J'ai des pas envie d'être semaines. seule, je préfère que ce soit toxique, en fait. Là, j'ai pas prévu d'être Exactement, seule. En tout cas, pas pour les 10 prochaines années. Donc, je vais un peu serrer les dents. Et c'est là, je pense exactement. qu'on finit par créer plein de... En tout cas, se créer plein de divertissements. Oui, Pour moi, c'était le travail, par exemple. Tu vois, je peux me mettre dans mon travail à fond pendant oui, 10 12 heures dans la journée, mm, sans réaliser que je suis épuisée, mais parce que ça permet d'éviter tout le reste et toutes les pensées et toutes les émotions qui, à l'intérieur, qui sont à l'intérieur. mm, Et un jour, tu m'as dit un truc qui, moi, m'a enfin, chamboulé, perturbé, tout ça, là, tous les mots un peu genre, ah, c'est quoi cette découverte? C'est qu'une émotion, quand tu l'identifies et que tu l'accueilles, elle disparaît, elle grossit pas. oui. Ah, alors, je veux dire ce que je pensais le jour où tu m'as dit ça, je dis, mais n'importe quoi, si j'ouvre la porte, elle va prendre toute la place, tu vois? Elle va s'installer. Elle va s'installer, elle va rester là toute ma vie et je vais jamais m'en débarrasser. Donc, j'étais pas trop Ouais. fan du concept, mais, mais je crois que ça fonctionne. Donc, si tu pouvais nous donner peut-être 2 ou 3 astuces pour écouter son émotion. Oui. Déjà, la première chose, c'est d'avoir la capacité de la reconnaître, cette émotion-là. Parce que si on ne veut pas la voir, Mhm. on va juste vouloir résister et fermer la porte et on ne sait même pas c'est quoi l'émotion qui est en train de pop-up. On sait juste que c'est hyper désagréable. Ouais. Donc déjà la reconnaître, de dire, OK, t'es qui? C'est comme si on regardait à travers
tu sais, comment ça s'appelle? L'œil, De Judas, je crois, non? oui, l'œil de Ouais, c'est ça. Judas à la porte. Tu vois, avant d'ouvrir la porte, déjà, quitter, déjà, pour commencer. On est encore en sécurité parce qu'il y a encore la porte entre nous, mais t'es qui? Tu te manifestes où exactement dans le corps? T'es à quelle intensité? Hmm. T'as quelle couleur? T'as quelle apparence? Si t'étais une personne, tu ressemblerais à quoi? Tu vois, Ouais. genre juste pour l'identifier et pour faire, enfin, pour vraiment dire, OK, je te vois. Et ensuite, on lui ouvre la porte et juste on lui dit, OK, qu'est-ce que tu es venu me dire? C'est vraiment ça, parce que il faut plus considérer cette émotion comme un facteur qui vient pour nous livrer un courrier, Mhm. beaucoup plus que quelqu'un qui a une valise et qui veut venir s'installer chez nous. Oh oui, non, moi je suis contre les valises. Genre, loin, pas Voilà. loin là-bas. Je veux pas que tu restes là toute la journée. En fait, tu sais, c'est ce truc que j'avais lu une fois qui m'a fait beaucoup sur Instagram. C'est là aujourd'hui, je dois être une adulte. J'ai pas le temps de m'occuper de l'émotion, tu vois. J'ai des trucs à faire. J'ai 14 réunions. Faut que je prenne les transports. Faut que je fasse semblant de pas pleurer devant tout le monde parce qu'en l'occurrence, moi, j'ai des émotions qui me font pleurer. Mais Ouais. du coup, pardon, ouais, j'ouvre pas la porte tout de suite. Mais Mais elle est hyper intéressante, ton émotion que tu viens d'aborder, parce mm, qu'il y a un signe très, très, très clair de loyauté toxique. C'est quand on a un mélange entre peur, tristesse et culpabilité. Si on a ce trio-là, c'est évident, on a une loyauté toxique, parce qu'on a peur d'être qui on est mm, en désobéissant à la loi, à la règle. ouais, En même temps, on est triste pour nous-mêmes de ne pas pouvoir être libre. Donc ça, ouais, c'est les larmes. Et en même temps, on a la culpabilité qui est tellement ancrée qu'on a l'impression que c'est la nôtre, alors qu'elle ne nous appartient pas, parce qu'elle dit juste, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai pas les mêmes règles que les autres? Pourquoi ouais, est-ce que j'ai pas les mêmes envies, les mêmes goûts, le même... Pourquoi je les vois, ils ont l'air heureux et moi je suis triste à l'idée de respecter cette règle-là? mm. Loyauté toxique. Là, les amis, il faut vraiment aller regarder ça parce qu'il y a un truc qu'on a besoin d'évacuer. Alors, quand la première fois que j'ai entendu le mot loyauté toxique, je me suis dit, oh là là, c'est quoi encore cette histoire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette expression? Alors, je comprends le fait, parce que pour moi, être loyal, c'est être euh, fiable dans la relation, tu vois. Donc, je suis là, je peux Oui, pas, ça peut pas être toxique. Je comprenais pas l'aspect négatif de la loyauté. oui, Toxique, je me suis dit, oh là là, ça veut dire que derrière, il y a quelqu'un qui me veut du mal. Tu vois, je mélangeais un peu tout. Et comme oui. quand j'ai tendance à pas vouloir un truc, je le mets chut, au placard. Est-ce que tu aurais, toi qui sais très bien, je trouve, expliquer des sujets très complexes en genre 2 secondes, est-ce que tu pourrais euh, nous partager ta définition d'une loyauté toxique? Oui, Ok. absolument. La loyauté toxique, c'est quand on se force à respecter la règle de quelqu'un d'autre qui est contre nos propres règles internes à nous. Mhm. Par exemple, ça serait, euh, je vais prendre un truc extrême. Ça va si je prends un Ouais, truc extrême? oui, oui. On parle de ce Ok. qu'on veut ici. Bon, si ça heurte des personnes, désolé, Ouais. voilà, Ouais, juste zapper disclaimer. le moment. Ouais, disclaimer Ouais. avancé. On vous Ouais. dira à quelle minute. Je ferai un truc sur le montage. C'est comme par exemple si j'appartiens à une famille de chasseurs qui vont chasser tous les dimanches matins Mhm. et moi, j'ai envie d'être végétarienne. Ça me fait rire, pardon, mais oui, et d'accord. Ça doit être tellement mal. La loyauté toxique, ce serait d'aller à la chasse avec Ouais. ma famille et d'être tellement malheureuse pour moi-même et pour ce que je suis en train de me forcer à vivre que Mm. je pourrais en pleurer pendant 1 heure avant d'y aller et pendant tout le reste de la journée après. Waouh. Oui, mais Et c'est la d'avoir vie. peur Et d'avoir peur de dire, mais en fait, j'ai plus envie d'aller avec vous à la chasse. Vous êtes libre, allez-y, vous, mais je vous aime et tout. Mais Mm. moi, j'ai plus envie d'y aller. Tu vois? C'est la peur au ventre de dire ça et d'entendre une réponse du genre, ah bah, si tu viens plus à la chasse avec nous, t'es plus notre fille, t'es plus notre sœur, t'es plus notre amie, t'es plus, tu vois? Tu fais plus T'es partie plus du groupe. personne en plus. Ouais, ouais, tu fais Voilà. plus. Ouais, d'abord. Tu vois. Voilà d'abord. Et là, on a la culpabilité de se dire, mais pourquoi je suis née végétarienne dans une famille de Ouais. chasseurs? Donc culpabilité,
peur d'être moi-même et tristesse au sujet de ce que je suis en train de me forcer à faire. Donc ça, c'est un exemple. Intéressant. C'est un peu l'histoire du vilain petit canard, quoi, Oui, dans la... exactement. pour les enfants. En moins Exact. trash. Oui, en moins trash. Mais bon, le vilain petit canard, c'est tellement mignon que tu dis, bon, bah, il avait qu'à juste être. Enfin, tu vois, ça frappe moins qu'un exemple de chasseur. Surtout quand on parle de famille, je trouve que c'est difficile parce que il y a des liens d'amour avec la famille. On les Oui, bien mélange sûr. souvent avec justement cette injonction à être comme tout le monde. Et au fait, Oui, on va être rejeté si jamais on va pas à la chasse, tu vois. c'est Et ça. qui va à la chasse perd sa place. Oui, Voilà et qui de n'y se va pas dire, là, ouais. mais pourquoi je suis pas normale? Parce que normal, dans mon référentiel, c'est ce qui se passe dans la famille. C'est ça. Et pourquoi je me prends trop la tête? Ouais. Pourquoi je me pose trop de questions? Et à cause de moi, ma famille va souffrir parce que je me pose plein de questions et je les embête avec ça. Je les gêne et je les embête et je les dérange juste en étant qui je suis. C'est une torture pour le cerveau humain d'avoir ça. Oui, puis c'est plus facile de s'oublier et de se dire, bon, en fait, je vais me forcer, je vais aller chasser, mais je vais pas manger, c'est pas grave. J'irai chasser, mais je mangerai pas la bête au repas. Je vais faire un espèce de Ouais. compromis pour pas être exclu, mais dans la douleur, quoi. Les fameuses négociations intérieures. Ah, ça. C'est-à-dire, on veut tellement pas déranger qu'on ne veut pas dire, écoute, moi je suis végétarienne, bon, qu'est-ce qu'on Hmm. fait là? Parce que là, ça va pas Ouais, aller. je peux faire De quoi? dire, je fais des auto-négociations internes pour Hmm. ensuite dire, bon, ok, tu y vas, mais tu fermes les yeux. Tu y vas, mais tu vas pas manger. Bon, Ouais. ça Non, marche mais c'est de pas. la torture. Oui. C'est de la torture. Donc, si on reprend un peu ce qu'on s'est dit, en gros, on s'est dit, la meilleure version de soi, c'est la perfection, enfin, c'est l'injonction au perfectionnisme, ce qui, moi, m'angoisse au plus haut point. Mm. Ok. Donc, on va essayer, en tout cas, moi, j'essaye d'être un peu plus authentique, donc de m'écouter un peu plus et de dire, ok, j'ai pas envie d'avoir ma morning routine, là, qui commence à 4 heures du matin, qui finit à 7 heures, pour la poster sur Insta et qui dit que j'ai fait du sport, du yoga, des étirements, mon breakfast, mon pre tu vois, tout ce truc-là. Waouh, à 7 heures, j'ai déjà eu 50 vies. Mais je vais peut-être regarder un peu plus ce que j'ai envie de faire, moi, genre en totale liberté. La porte pour ça, je dirais que c'est de commencer à s'écouter. C'est pas un Oui, exercice facile de s'écouter. Moi, ça m'a fait peur pendant des années parce que j'avais cette impression de, tu sais, d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est là, oui, je vais ouvrir une boîte à émotions, je sais pas ce que je vais trouver dedans parce que c'est plus facile de sortir, oui, d'acheter des vêtements, ça c'est mon truc. C'est ouais, beaucoup plus facile de faire ça que d'aller me dire, bon, on va se poser 10 minutes et on va réfléchir. bien sûr. Est-ce que on pourrait, parce que le but, c'est aussi de partager un peu des astuces, notamment pour apprendre à s'écouter. Mm. Il y a beaucoup le journaling en ce moment, ça pop-up partout pour une fois qu'on parle de trucs cool sur les réseaux sociaux avec tous les journaux intimes où les gens racontent, enfin se parlent à eux-mêmes. Est-ce Oui. que tu conseillerais toi de commencer à écrire, par exemple, comme Euh, début? à 1000%. À 1000%. Vraiment, l'écriture, c'est une manière de mettre les mots MAUX en mots MOTS. Mm, Et surtout, ça permet de clarifier les pensées. Parce que quand une pensée tourne en boucle dans l'esprit, euh, c'est très embrouillé, c'est très confus. Quand on fait l'effort de l'écrire, on va ranger, organiser les idées. Moi, ce que j'aime aussi, c'est proposer à la personne de relire à haute voix ce qu'elle vient d'écrire, parce que des fois, elle a un choc en disant, quoi? C'est ça la pensée que j'ai. ah, mais je vais pas faire ça tout de suite, hein. Certainement pas. Je vais refermer le C'est carnet. très drôle. Ok. Hmm. Ouais. Mais ça fait très peur d'ouvrir la boîte de Pandore, comme tu Mm, dis. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est, mais les émotions, elles sont déjà là dedans. c'est Elles vrai. sont en train de se battre à l'intérieur de la boîte. Mm, Et même si on n'arrive pas à les entendre et que c'est confus, ça pousse. Ça fait beaucoup plus peur. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Hitchcock. Il avait dit, le moment dans le film qui fait le plus peur, c'est pas le moment où il y a le monstre, c'est le moment mm. où
le monstre arrive et on n'entend que la musique, mais on voit pas le C'est monstre. vrai, c'est vrai. Et cette boîte à émotions, ça me fait penser exactement à la même chose. Ça fait très peur parce qu'on entend bouf, bouf, bouf et on ne sait pas Mhm. trop ce qui se passe Ouais, en dedans. plus, il fait ça bien, lui. Réellement, Ouais, quand on ouvre, après, on réalise en fait que c'était des petits bonhommes inoffensifs qui avaient juste besoin de nous passer un message, quoi, c'est c'est vrai. tout. Mais t'as aussi ce côté, combien de temps il va me falloir pour comprendre mon émotion? Tu vois, c'est des questions que je me suis souvent posées avant de commencer à écrire. Maintenant, j'écris des pavés. Je suis là, oh là là, je vais consommer du papier, désolée. Mais ce côté, est-ce que je me dois d'écrire, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une heure? Tu vois, il y a aussi ces injonctions autour de l'écriture qui, moi, je trouve, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était pour l'élite, l'écriture, et pas pour les gens normaux, tu vois. Ceux qui ont le temps d'écrire. T'as pas le temps Mm. d'écrire le matin. Tu te lèves, tu te laves, tu vas au travail. Mm. Donc, avant d'écrire, un truc qui, moi, m'avait un peu choqué, c'était de me dire, en fait, je ne me levais que pour aller travailler. Enfin, mon Mm. réveil ne sonnait, la semaine en tout cas, il ne sonnait que Mm. pour aller travailler. Il sonnait pas Mm. pour faire d'abord par quelque chose pour moi, même 5 minutes, Mm. tu vois, avant Mm. d'aller mettre mon costume de, hop, de Sabrina de l'extérieur et d'aller travailler, tu vois. Donc, Ouais. est-ce que tu conseillerais de commencer un petit peu, genre 5 minutes? C'est suffisant? Même 2 minutes, même Ouais. 1 minute, même 30 secondes. Si on n'a qu'une minute devant nous pour faire quelque chose, 1 minute, c'est toujours mieux que zéro. Mhm. J'ai ce concept que j'adore utiliser, le concept des ERI, des efforts raisonnablement inconfortables. C'est jamais de se forcer d'être dans la violence Mhm. à son égard. Ça suffit, tout ça, hein? Mhm. On Surtout arrête. quand on a eu une enfance où on a cherché à chaque fois d'être irréprochable et tout. On va faire de notre mieux. De notre mieux, il y a des matins, c'est 30 secondes et des matins, c'est 1 heure et d'autres, c'est 15 minutes et tout est parfait. Mhm. Donc, si on commence par exemple, juste lire une phrase inspirante qu'on a envie de se répéter chaque matin, ça va Mhm. nous prendre 30 secondes, c'est parfait. Ouais, et puis en Des fait, fois, oui, c'est ça. Des fois, on n'a pas le temps d'écrire, de prendre le journal et d'écrire. C'est pas grave. On fait une note vocale sur le téléphone. Et quand on ouais. se pose tranquillement le soir ou le week-end, on recopie les idées générales. Mais on a réellement besoin de rien faire. On a juste des petites graines à semer qui vont faire leur chemin. Ouais. En fait, c'est cette idée de prendre un gros objectif, entre guillemets, de se dire, j'ai envie de comprendre ce que je ressens tous les matins, par exemple. Oui, oui, Idéalement, dans le monde idéal de mon côté perfectionniste, je veux écrire 1 heure par jour. Ça, c'est moi quand j'ai commencé. Sauf qu'en oui. fait, ça m'a vite fait super peur. Je dis, mais j'ai pas 1 heure devant moi là. Et dire, bah, je vais le diviser en plein de petites étapes, cet objectif-là, pour y arriver petit à petit et trouver aussi peut-être bah, le temps qui était le vrai, réellement bon pour moi à la base. Peut-être que j'imaginais que c'était 1 heure, mais qu'au final, au bout de 10 minutes, j'ai suffisamment écrit. Hmm, Et donc, on commence tout à fait. par 30 secondes. Et on a 30 secondes. Sans tout le temps que je passe sur les réseaux sociaux, je l'étais trouvé ces 30 secondes. C'est ça. C'est ça? On les trouve, les quelques minutes, on les trouve chaque matin. En fait, déjà, l'idée de comprendre pourquoi on a besoin de faire cette routine le matin, Hmm. c'est déjà de se reconnecter à soi. Hmm. C'est pour moi une hygiène de vie émotionnelle, Ok. parce que si on prend une douche chaque matin pour enlever, je sais pas, de la saleté, par exemple, ou le soir pour enlever de la saleté, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour notre corps énergétique et pour notre corps émotionnel? Hmm. On a besoin aussi de faire des petites Ouais. libérations de temps en temps, des petits nettoyages émotionnels. Et ça passe par écouter l'émotion, puis la laisser partir, écouter, la laisser partir. Parce que si on n'écoute pas une émotion, elle va ramener toutes ses copines. Ah. Si on n'écoute pas une colère, Hmm. elle va rameuter la honte, la culpabilité, la tristesse. Elle va les ramener toutes. Donc ça sert à rien. Autant écouter la colère, la laisser Ouais. repartir pour En éviter fait, c'est d'avoir plus grave quand tu de. l'écoutes pas que quand tu l'écoutes au final. Exactement. C'est Donc plus on a grave de besoin perdre de la... c'est ça, de ce moment-là pour pouvoir aussi
reprendre contact avec ses émotions et puis aussi faire le plein d'énergie. Parce que quand on lit ou quand on écrit ou quand on fait ce qu'on a envie de faire, ben, ça va nous faire le plein d'énergie. Et le plein d'énergie, enfin, ces moments-là, on va pouvoir les découper autant qu'on veut. Mm. Personnellement, j'ai une routine qui dure même pas 5 minutes. Ah ouais? Ouais, ça c'est les jours où j'ai pas le temps. Ok. Et puis, il y a les jours où j'ai pas la disponibilité aussi dans la tête, parce que Mm. j'ai un événement majeur pour la journée. Et non, j'ai pas envie de me poser, de m'écouter. Pas Pas aujourd'hui. tout de suite. Ouais, pas là. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai la variante 5 minutes, j'ai la variante 15 minutes, Ok. j'ai la variante 30 minutes, j'ai la variante 1 heure, j'ai la variante 3 heures. 3 heures? C'est Ouais, génial. ouais, ouais. Oui, parce que j'écris, je Ouais. lis. Ah, ok. Puis je fais un peu d'étirement de yoga, puis je peux faire aussi un peu de marche. Enfin, j'ai la version longue qui évolue aussi, hein. Elle évolue à mesure que j'évolue moi-même. Donc ça veut dire en fait qu'il y a un, un must, c'est celui tout petit de quelques minutes. Ouais. Et après, si j'ai plus de temps, bah, je choisis. J'ai un menu en fait de J'adore. routine. J'aime bien les scénarios. Enfin, les scénarios, mais scénarios, c'est plus simple de le dire comme ça. Ça permet aussi de, je trouve, quand on a tendance à vouloir que tout soit parfait, ça veut pas dire qu'on est parfait, mais qu'on a envie que tout soit parfait avant de se lancer. Genre, faut que ma routine, elle soit parfaite, sinon je la lance pas. Le fait d'avoir plusieurs options, ça permet de dire, bon, ce matin, mon réveil, il a pas sonné, ou alors je me suis pas réveillée à l'heure à laquelle je voulais, tout simplement. J'ai que 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu aurais des conseils pour une routine 5 minutes émotion? Genre, tu vois. Moi, j'ai une intention, tu sais, Mhm. qui m'accompagne tout au long de ma vie, j'ai envie de dire, qui est installée depuis 8 ans peut-être maintenant et que je ne quitte pas. Donc cette intention-là, c'est une formulation de ce sur quoi je veux focaliser mon attention et mon énergie en ce moment. C'est des intentions qui changent chaque 90 jours. Incroyable. Pour moi, la routine courte, c'est de me connecter à cette intention en la relisant Ok. et en fermant les yeux quelques instants, juste pour que ça s'imprime en moi, dans mes cellules et tout, que je puisse me souvenir de me reconnecter à elle pendant toute la journée. Ouais, Ça, tu c'est dis. la version. Ça, c'est ce que je veux en ce moment, donc je la relis pour me la remettre dans la tête et me dire, on reste focus sur ça et on envoie le message à mon cerveau, moi, et à mon corps, que le but, c'est ça, Exact. c'est pas autre chose. Exact. Si j'arrive aussi à juste me poser la question comment je vais ce matin, Ouais. c'est parfait. Ça, c'est vraiment la routine ultra courte. Si j'ai pas le temps d'écrire, c'est pas grave. Je me pose la question déjà et je me réponds entre moi et moi-même pour dire, Mm, bon, écoute, ça va, je peux attendre ce mm. soir pour parler ou je peux attendre demain matin pour parler, tu vois. C'est vraiment cette question, j'ai envie de dire, quotidienne que je me pose. Donc voilà, ça c'est vraiment la version la plus courte. Merci pour le partage. Et est-ce que tu utilises aussi cette notion de RI, donc c'est les efforts Raisonnablement raisonnablement inconfortable. inconfortables, je n'arrive pas à le dire parce que c'est vraiment inconfortable pour moi encore. Dans d'autres thématiques, par exemple, si tu as un projet plutôt professionnel ou sportif, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu peux utiliser? Dans strictement tout, Ouais, je l'utilise parce que pour moi, mon principe de vie, c'est que ma vie s'adapte à qui je suis et pas moi qui m'adapte à la vie comment elle devrait être. ok. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Hmm. Si j'ai envie de par exemple, creuser une piste, je vais y aller. C'est-à-dire, vraiment, c'est mon quotidien, c'est ma vie qui s'adapte à qui je suis. Et comme moi, je suis en perpétuelle évolution, ma vie aussi doit bouger en continu. Le truc, je crois, le piège, c'est de dire, voilà qui je suis, je conçois ma vie autour de qui je suis, Hmm. mais je me dis pas que le qui je suis va changer. Ouais, Donc, je continue à faire exactement la même chose et puis je me demande pourquoi je suis malheureuse, en fait. ouais, mais comme les mêmes causes,
crée les mêmes effets. C'est ça, c'est dans le bon sens. Je la mets jamais dans le Ouais, bon ordre, cette phrase. Mais tu peux ouais, pas faire différemment en faisant les mêmes choses initialement. c'est ça, c'est ça. Ben, le mouvement, c'est bien. Et c'est ce qui, du coup, me dérange vraiment, moi, dans cette injonction à être la meilleure version de soi-même, parce que du coup, ça fiche dans le temps cette meilleure version, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, vas-y, j'y suis demain, le 30 mars, tiens. Je fais quoi le 1er avril ou le 31? Je sais pas si c'est un mois en 30 ou en 31 mars, mais j'en fais quoi de cette meilleure version? J'arrête, du coup, j'avance plus, je change plus, j'ai plus le droit de changer, j'ai plus le droit d'avoir un autre avis ou d'aimer un autre parfum de glace, tu vois, genre, ça y est, c'est figé dans le temps. C'est ça. Ça me fout une pression de fou, parce qu'il faut faire le bon choix, du coup. Si t'as décidé que t'allais manger plus que de la glace à la pistache toute ta vie, va falloir, va falloir aimer ça, tu vois. Toute Ça ta me fait vie. rire parce que ma mère, elle me dit, tiens, je t'ai préparé ça parce que je sais que c'est ton plat préféré. Oui, quand Euh, j'avais 5 ans, ouais, mais voilà. mes goûts ont évolué d'ici là. Mais ça me Mais fait c'est ça. toujours rire. La C'est version ça qu'on parfaite, là, de évolue. soi, en plus imparfaite et deux figée dans le temps, bah, ça permet pas de grandir, je trouve, tu vois. Ça permet pas de se laisser libre, le libre choix aussi de changer. Je vais te poser une question. Ouais. C'est qui les personnes de ton enfance dont tu te souviens? Est-ce que ce sont les personnes, tu te souviens des personnes qui étaient parfaites ou tu te souviens des personnes qui étaient mais parfaitement imparfaites et humainement vulnérables et touchantes? De qui on se souvient au final? Pas des personnes qui sont le plus à même de montrer l'imperfection, tu vois. Parce que ça les rend ultra humains, je trouve. Te dire, bah Exactement. là, ça, je sais pas faire, ou ça, je suis pas douée, ou alors je le fais, mais regarde, je t'ai fait un plat de pâtes, il a pas de goût, mais j'ai mis tout mon cœur dedans. J'ai beaucoup parlé de nourriture, c'est mon truc préféré dans le monde. Parce que là, je suis en train de compter les métaphores, là, depuis tout à l'heure. Voilà, je t'ai fait, c'est pas l'idéal, mais je l'ai fait, et puis viens, on mange, tu vois, c'est pas grave. Exactement, exactement. Je me souviens d'un repas entre amis. Je me souviens que de lui. J'étais adolescente et c'était parce que ma meilleure amie de l'époque, on rigolait tellement à table qu'elle a fait sortir un spaghetti du nez. Excusez-moi, c'est pas très, Ouais, très mais voilà, élégant. tu vois, Mais tu je me t'en souviens? souviens, tu vois, alors que les trucs hyper, hyper parfaits et tout, je m'en Hmm. souviens pas du tout. Hmm. Et d'ailleurs, ce qui est parfait, pour moi, est invisible. Ah Et ouais? ce qui est remarquable, ouais, la perfection et l'invisibilité vont de pair. Incroyable. Et ce qui est remarquable, c'est les trucs imparfaits, c'est les trucs où il y a eu une maladresse un peu humaine, où il y a eu... C'est ça, c'est ce qui nous touche profondément. C'est quand quelqu'un a eu une émotion, quand quelqu'un a partagé quelque chose de touchant, c'est là où on Hmm. se rappelle. Ce qui est mémorable, c'est ce qui est imparfait. C'est vrai que quand tu dis ça, tu penses à des personnes qui arrivent avec ce que moi j'associe à l'imperfection, c'est la vulnérabilité, tu vois. Mm, Ce côté mm, de dire, bon là, je sais pas faire, mais on y va, mais viens, on y va ensemble, et du coup ça va être cool, tu vois. mm, Plutôt que mm. cette personne qui va venir et dire, si c'est pas sur un 4 par 3 tout blanc, avec un côté noir, et comme ça et pas autrement, bah moi je viens pas et t'es là, bah viens, on y va pas tout de suite en fait. Genre, je Ouais. suis pas sûre de pouvoir délivrer ce que tu me demandes, donc j'ai même pas envie de me lancer parce que ça va pas le faire. Ouais, non. Donc l'authenticité, ça veut dire être de plus en plus soit un peu tous les jours, parce que c'est un ERI, je trouve, pour moi, de tendre vers l'authenticité. C'est très difficile, en tout cas pour moi, d'être authentique, alors que je pensais l'être. Tu vois, ça m'a un peu heurté ces derniers temps en me disant, mais non, dire ce que dire la sincérité, c'est pas de l'authenticité pour moi. Non. Je peux te dire des choses avec sincérité, mais pas être dans une authenticité profonde et être authentique envers soi-même d'abord un peu plus tous les jours, mais du coup, faut regarder à l'intérieur, donc aller chercher un peu ses émotions et comprendre pourquoi est-ce que là on a eu peur, pourquoi est-ce que là on était content, est-ce qu'on était vraiment content ou est-ce que ça nous a juste satisfait sur le moment, genre en one shot, parce que ça nous donnait une dose d'amour, on a reçu un truc qui nous fait du bien, mais au final on n'est pas à l'aise. Toute cette quête-là, je trouve qu'elle est plus, en tout cas pour moi, elle me permet d'avoir moins la pression, tu vois. Mm. Genre, tranquille.
ça va bien se Mm. passer. On se met pas la pression et on est plus humain en faisant ça, je trouve. Ouais. Regarde, l'authenticité, si on revient sur cette idée de c'est quoi exactement l'authenticité, Mm. c'est s'écouter et se positionner par rapport à ce que notre intériorité nous dit. Mm. Mais se positionner ne veut pas dire partager en toute transparence ce qui se passe en nous. Si je suis dans une réunion et Mhm. qu'il y a quelqu'un qui me parle d'une manière qui n'est pas OK, je vais pas lui déballer, oui, tu m'as blessé, ça fait trop mal. Là, je me retiens, j'ai envie de pleurer. Ça me fait penser quand j'étais à la maternelle, j'avais mon copain de classe qui m'avait dit ça aussi. Et tu vois, c'est trop dur. Et genre, t'es pas obligé. Tu peux juste dire, là, je suis pas confortable dans Mm. cet échange. Est-ce qu'on peut revenir dessus plus tard? Ouais. Ou est-ce qu'on peut en parler d'une manière plus calme, plus apaisée plus tard? Ça, c'est de l'authenticité. Mais raconter sa life, c'est pas de l'authenticité, tu vois. Ça, on peut le faire avec notre meilleur ami ou Ouais. avec quelqu'un de proche, mais Est-ce que du coup, l'authenticité, c'est savoir poser des limites aussi? oui. Déjà, savoir les reconnaître. Parce Ouais. que quand on a une blessure d'invisibilité, je reviens souvent à celle-là, mais c'est un peu aussi le même cas que la blessure d'humiliation. Ce sont les deux blessures d'oubli de soi. On oublie de se poser la question, mais moi, en fait, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma Mm. préférence? Mm. Quoi, ça serait quoi ma décision si je pouvais prendre une décision d'une manière libre? Donc déjà, la première étape, c'est de dire, c'est quoi mes règles, c'est quoi mes limites, Mm. librement, Ouais. tu vois. Dans ma Pas vie, par c'est quoi les rapport règles aux du autres. jeu? Ouais, c'est ça. Pas les règles déjà pré-négociées, pré-mâchées. Mm. Non, non, Ouais. les vraies, Il y a une question que je pures. me pose, c'est si là, t'as pas peur de dire ce que tu penses, tu dirais quoi? Oui, En français, si t'avais pas peur, plutôt, les conjugaisons, tout ça. ouais, Si t'avais pas peur de dire ce que tu penses, tu dirais quoi là à l'instant T ou tu ferais quoi? oui, Que j'affronte cette peur de me dire oui, mais peut-être que si je dis ça, c'est mieux. oui, Ce qui peut être perçu parfois comme de l'hypocrisie, tu vois, mais c'est juste que je sais pas oui. dire clairement, parce que même moi, je sais pas, tu vois, à la base. Je sais même pas si je veux Mais manger c'est un ça. steak ou des légumes pour en venir au truc vegan, tu vois. Mais c'est ça. Et puis à un certain moment aussi, parce que comme on valorise beaucoup la paix de l'esprit, Hmm. on va dire, mais c'est pas grave, c'est pas important. Ouais. Tu sais, choisis-toi le film, le resto, le plat, c'est Hmm. pas si grave que ça. Le plus important, c'est que toi, ça te fasse plaisir. Puis on a tellement cette peur aussi de blesser l'autre. Ah, si je Ouais. m'affirme et que je dis ce que je pense et je dis non, est-ce que je vais pas faire du mal à l'autre? Hmm. Ça aussi, Ouais. c'est un grand sujet. Peut-être que lui, il a vraiment envie d'acheter ça, ce petit pain au chocolat, mais moi, je préfère les éclairs. Alors, mais bon, c'est pas grave. Je C'est mangerai ça, demain toute seule, c'est pas tu grave. vois. Oui, c'est ça. Eh ben, il en Ouais. faut du courage pour être authentique, je trouve. En tout cas, moi, je trouve ça très courageux. C'est un voyage. Ouais, c'est vrai. L'authenticité, c'est un voyage. Et on y va, comme tu as dit toi, morceau par morceau, Hmm. petit pas par petit pas, ERI par ERI. Et ce que j'observe, c'est on arrive à être authentique avec les personnes les plus éloignées. Hmm. Puis plus la personne est proche de notre cœur et plus c'est difficile. Donc Hmm. on les laisse à la fin, c'est pas Ouais, grave. c'est pas grave, on Mais commence par ce qu'on peut faire. si on arrive à le faire avec la moitié des gens qu'on croise pendant la journée, je trouve que c'est déjà génial. Oui, puis surtout qu'il y a moins d'enjeux. Enfin, peut-être un peu moins au travail, mais... Ou ta boulangère, tu peux être authentique aussi. Parce que parfois, moi, je réalise que je ne suis même pas avec la boulangère parce que j'aime pas comment elle fait son truc. Mais j'ose pas lui dire parce que je me dis, mais non, ça se fait pas. Et du coup, je dis merci, au revoir et je m'en vais, tu vois. Truc tout bête. Et t'es là, Tu, mais tu, pourquoi j'ai fait ça? tu me fais penser à l'une des participantes d'un vol qui m'avait raconté cette anecdote. Elle m'avait dit, à chaque fois que je vais à la boulangerie, euh, la boulangère, elle fait les choses d'une certaine manière qui me déplaît fortement, Oui. à tel point que je sors et je jette tout à la poubelle parce que Mais je non. supporte pas comment... Oui.
Et elle me dit, et hier, j'y suis allée et je lui ai dit, et je lui Incroyable, ai dit, tu sais quoi? Non, ben, je vais rien acheter. Merci, au revoir. incroyable. Mais tu vois, il faut Oui, être oui, courageux de dire non, je vais rien acheter parce que tu vas dans la boulangerie, c'est la règle de la boulangère, techniquement, que tu es censé respecter si tu c'est as du ça. mal à dire ce que tu penses, t'es là-bas, c'est sa règle. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Mais tu peux aussi dire, bon, je suis un peu cliente quand même là. Je suis Oui, pas trop fan. oui, on est cliente, puis on est libre, et puis Ouais. aussi, on a le droit de changer d'avis. Peut-être que ça nous convenait pendant des mois, et puis à un certain moment, ça ne nous convient plus, et on a le droit de changer d'avis. Hmm. On n'a pas à se justifier en plus. Oui, bah alors là, on pourra faire 4 épisodes sur ça. 4 épisodes, enfin, je veux bien, hein. Alors là, on peut les faire parce que j'adore ces Et- sujets-là, mais c'est vrai que s'affirmer au final, mais c'est quand même très courageux, moi, je trouve. Moi, ce qui a amené le podcast, c'est ma fascination face à ces personnes qui s'assument telles qu'elles sont. C'est-à-dire, vous prenez pas, c'est pas grave. Ça, c'est un Mm, truc qui était très, très compliqué pour moi. mm, Et je suis là, mais comment ils font? Mais en fait, ce qu'on découvre, je trouve, notamment à travers ce que tu écris et ce que tu partages sur les réseaux sociaux, c'est qu'en se connaissant le plus possible, ou en tout cas avec le plus de d'authenticité envers soi, en mettant pas, en occultant pas ce qu'on aime, et juste en disant, voilà, je suis comme ça. mm, J'aime pas ça, ou ça, j'aime plus. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on a dans la tête, qui est en totale dissonance avec ce qui se passe dans le monde et ce que tu donnes aux autres. mm, Ça permet de redescendre un peu en pression, d'avoir moins mal au crâne, tu vois, en mode pff, cool, ça va aller. Et ça permet de faire le tri aussi, du coup, parce que tu te retrouves avec des personnes qui sont plus en lien avec tes valeurs ou avec ce que tu as envie de faire et tes aspirations du moment. mm. Et ça rend la vie un peu plus cool, tu vois, c'est un peu moins difficile, quoi. Complètement, complètement. C'est moins énergivore. On Ouais. consomme moins de... Oui, Du coup, j'ai une question. Euh, vas-y. Est-ce qu'il y a un événement dont tu pourrais parler ici qui t'a permis ou t'a forcé, entre guillemets, à devenir plus authentique? Et donc sur le chemin de vie dans lequel tu es aujourd'hui, puisque c'est vraiment, si je dis pas de bêtises, une quête d'authenticité un peu quotidienne, Oui, ce que tu fais même à travers ton programme en vol, oui. on pourra parler si tu veux. Euh, mais est-ce qu'il y a, il y a un événement ou quelque chose qui t'a vraiment dit, tu dis, oh là, il faut que je change. Le tout premier, c'est celui que je décris dans le premier livre. C'est le rêve que j'ai fait en 2009. Euh, à cette époque-là, j'étais vraiment totalement déconnectée de mon intériorité. J'étais le robot, le soldat, et je traçais. Je traçais, je travaillais énormément, je ne laissais pas beaucoup d'espace pour m'écouter, pour prendre soin de moi, de mon corps, de mon énergie. Mhm. Et ce rêve-là que j'ai fait, où je décris ça comme étant mon âme qui est venue me rendre visite pour me montrer le futur de la ligne de vie sur laquelle j'étais. Mhm. Et j'ai vu le futur, et j'ai vu comment la ligne de vie s'arrêtait. Tu t'es dit pas ouf. Ça m'a réveillée. Ouais. C'est un rêve qui m'a réveillée dans tous les, au premier degré, au second degré et tout. Et là, j'ai juste envoyé une prière et j'ai dit, là, il va falloir que quelqu'un m'aide parce qu'il faut que Mhm. je change de ligne de vie. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire parce qu'à l'époque, j'étais, j'avais des habitudes hyper nocives, hein, hyper, à la limite, je m'auto-détruisais avec mes habitudes d'hygiène de vie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des rencontres marquantes. Mhm. Au détour d'une soirée, je rencontre une femme qui m'attrape, qui me dit, est-ce que tu as déjà entendu parler du Feng Shui? Je lui dis non. Elle me dit, il faut que tu regardes ce que c'est. Ok. Quand je regarde que c'est... Voilà. Après, il y a quelqu'un qui me parle d'un stage de yoga, d'initiation au yoga. Après, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, ah, en fait, tu sais, il y a une super coach, tu devrais aller faire du coaching puisque maintenant tu commences à t'intéresser à tout ça. Je me fais coacher par cette coach qui me contacte quelques mois plus tard pour me dire, ah, en fait, il y a une formation pour devenir coach, ça t'intéresse? Mais non.
complètement. Entre-temps, j'ai eu une exophtalmie. L'exophtalmie, c'est une maladie des yeux qui est liée à des problèmes de thyroïde qui fait qu'on ne supporte plus la lumière. Wow. Donc voilà, je ne pouvais plus supporter la lumière de mon écran et c'est là où j'ai été obligée à réduire mes heures de travail et à déléguer parce que je ne pouvais juste physiquement pas suivre ce rythme-là. Et que je trouve que ça a été un super cadeau parce que ça m'a enseigné Ouais. à lâcher prise sur la perfection au travail Et et que puis ton ça corps, il pouvait t'a dit être arrête-toi en fait là. Stop. complètement. Donc tout s'est enchaîné depuis ce rêve-là. Donc il y a eu plein de choses qui se sont mises en route pour que je puisse changer de ligne de vie, je dirais. C'est hyper cool. En fait, de pouvoir. Ce qui est difficile, c'est que c'est qu'avec du recul que tu réalises que l'événement un peu douloureux, tu vois, notamment peut-être ton exophtalmie ou malheureusement, enfin, maintenant, heureusement, tu vois ce rêve-là, t'es là, mais là, j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Je suis pas fan, Ah mais ouais, alors pas du j'étais tout. pas fan. C'est clair. Mais C'était clair que ouais, j'étais pas j'aime pas. contente du tout sur Ouais, le ouais, coup. Non, mais j'aime pas du tout. on est d'accord. Et un an après, ou 6 mois après, ou peut-être même juste une semaine après l'événement, tu te dis, mais heureusement qu'il m'est arrivé ça parce que j'étais tellement avec mes œillères et dans mon tunnel de c'est parti, on y va, on fonce, on fait tout, je me réveille, j'y vais, je travaille, si c'est le travail ou si c'est autre chose, je rentre chez moi, je mange, dors, qu'il y a que ton corps qui peut dire arrête-toi. Oui. Vaut mieux écouter avant que le corps ne dise arrête-toi. Ouais. Parce que moi, j'ai forcé et le corps, il a dit à plusieurs reprises, Mm. arrête-toi avant que j'entende et que je comprenne vraiment qu'il fallait que je prenne ça au sérieux. Ouais. Mais bon, après, on fait du mieux qu'on peut, hein. Ouais, Si, c'est si ça. c'est le corps qui va nous arrêter, bah, c'est OK, c'est cool aussi. Oui, c'est ce que je voulais, justement, c'est ce que je voulais un peu dire, c'est que parfois, il faut aussi faire un peu preuve de bienveillance envers soi-même en se disant, viens, on se parle comme si on était amis. Toi et Oui, moi, là. Tu vois, moi et moi. Moi et moi dans ma tête. Viens, on se parle comme si on était des amis parce que sinon, c'est trop dur de ouais, savoir que. Je pense que tu sais un peu quand ta vie est en train de partir dans un sens que t'aimes pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai cette capacité à me dire, oula, t'es en train de faire un truc, c'est pas ouf. Tu travailles trop, ou tu manges trop, ou tu sors trop, ou tu consommes trop. Moi, c'est mes trucs. C'est qu'il y a un petit truc qui va pas. Des fois, je me dis juste, c'est pas grave, ok, j'en ai besoin. Mais parfois, c'est mon corps aussi qui me dit, stop. Moi, c'est souvent, je suis malade d'un coup. Genre, tout va bien et le lendemain, j'ai une grosse grippe et t'es là, ok. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas écouté? Qu'est-ce ouais, que, tu vois, tous ces signaux-là. Et de tellement. prendre le temps aussi, du coup. Parce qu'il faut un peu de recul aussi pour être en mesure de savoir que, comme toi, c'est ton rêve qui t'a amené 2009, on est en 2025, tu vois. 16 ans après. Ouais, Alors, t'as fait plein d'autres choses avant, mais là, t'arrives à avoir du recul comme il est aujourd'hui, 16 ans après. C'est ça qui est fou. c'est ça, c'est ça. En fait, je minimisais ce rêve, mais quand j'ai commencé à me demander à partir de quand j'ai commencé à changer les choses dans ma vie, Hmm. c'est vraiment ça. C'était le rêve qui m'a ouvert les yeux. Bah merci. Merci le rêve. Vraiment, merci. Ouais. Mais à mon avis, mon âme a dû vraiment essayer de me contacter plein de Mhm. fois avant, hein. Et tu penses que t'arrives à te dire, ah, avant ce rêve-là, j'avais eu tel et tel signe, et en fait, je l'ignorais, ou pas tant que ça? Sans Ah me si, dire ce que c'est, hein. si. Ouais, t'arrives à aller voir les signaux d'avant. Oui, oui. Il y avait notamment un énorme événement qui s'est produit en tout début de 2009 Ouais. et j'ai essayé de le solutionner mentalement, Hmm. alors que réellement, ce qu'il fallait que je dise, c'était un truc très simple. Il fallait que je dise non. C'est fou, hein. Comme Ouais. un mot peut changer juste ta vie. Et ouais. Et j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, j'ai laissé faire. Hmm. Et je pense que là, c'était vraiment le gros truc où, à mon avis, mon âme, elle a dit, bon, elle n'a pas entendu ce truc, pourtant plus gros que ça, je peux pas le Elle faire. veut pas comprendre là. Tant qu'elle est réveillée, elle va pas entendre. Tu sais, ça me fait penser au dessin animé sur les émotions, là, dont j'ai pas le nom, mais que j'adore. Où les émotions, elles appuient sur les boutons dans le cerveau pour réveiller l'enfant. Elles disent, mais réveille-toi, réveille-toi. Moi, ça me fait un peu penser à ça et j'aime beaucoup ce dessin animé pour ça. Je le Ouais, mettrai dans les commentaires des choses qui m'ont inspiré, tiens, faut que j'y pense. Mais ouais.
Et est-ce qu'il y a un événement récent que tu souhaites partager, évidemment, parce qu'on est très partisans pour très respectueux du libre arbitre ici. Est-ce que c'est quand même important de dire ce qu'on veut quand on veut? On peut pas parler d'authenticité et ne pas respecter le libre arbitre des autres. Est-ce qu'il y a un événement récent, bon récent modulo le temps que tu veux, mais Par peut-être. rapport à Et- 2009, plus récent que Ouais, oui, 2009. voilà. 2009, c'était que avant-hier, parce que moi je refuse que l'année soit passée, c'est mort. Mais genre hier, pas avant-hier, qui t'est changé encore une fois, parce que ce qu'on raconte, c'est aussi on peut changer tous les jours, tu vois. Oui, moi j'ai le sentiment qu'on change vraiment tous les jours et que tous les jours on renaît. Mais je vais prendre deux faits marquants, Mhm, relativement récents. Le premier fait marquant, c'est celui qui a été à l'origine de mon deuxième livre. Ça a été une relation que j'ai vécue et ça m'appartient, ce sont mes vérités, je les impose pas, mais je les partage. mhm, Pour moi, c'était vraiment un rendez-vous d'âme. ok, Et quand ça s'est produit, la blessure d'invisibilité, elle a tendance à nous rendre très optimistes aussi, hein. Donc on ok. a un optimisme La vie est inconditionnel. belle, tout va bien se passer. Voilà. Ouais, Parce que dans la rencontre, j'ai capté que c'était un rendez-vous d'âme. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'était destiné dans ça. Mais j'avais hyper ultra romantisé ça. Du ouais, coup, je me disais, ah, le rendez-vous d'âme, ça veut dire qu'on va grandir ensemble, on va évoluer ensemble, on va, tu vois, ouais. pas du tout, pas Disney, du quoi. tout, complètement. Ouais. Et un Disney spirituel, Mais tu trop vois. bien, on juge pas Disney, Voilà. moi j'aime bien. J'aime bien rêver, il faut, ok. Et donc, en fait, non, le rendez-vous d'âme, c'était juste qu'il fallait que j'expérimente cette histoire parce que c'est grâce à elle que c'est révélé à moi tout ce modèle des six blessures que j'utilise Incroyable. dans Vol et dans ce que j'ai décrit dans le livre et tout. Ça a été une révélation un jour, d'un coup. Et vraiment, je le remercie du coup Bah, tu m'étonnes. pour ce qu'il m'a permis de comprendre. Mais sur le moment, je le remerciais pas du tout. Je vais être humano-humaine sur ce coup-là, tu vois. En fait, là, j'aime pas du tout, mais peut-être qu'on va en faire un truc bien. Oui, je Ouais. dissocie le plan spirituel où il y a ce rendez-vous d'âme qui était là, où son âme s'est portée volontaire pour m'aider à cheminer, tu Mhm, vois, mhm. et le plan de l'humain où euh, ben, c'était pas très sympa. Ouais, Ce qui c'était s'est pas, j'ai passé. pas vécu ma meilleure soirée, tu vois, c'était pas. Non, du tout, Non, voilà. Donc, non. je dissocie bien les deux plans, donc je remercie, mais bon, il faut pas non plus exagérer. Ouais, ça va. Ça, Pas deux ça, fois, idéalement, pas deux fois. voilà. Ça a été, j'ai envie de dire, 2021. Ok. Et puis, il y a aussi un autre événement, donc plus tard en 2021, ça a été ma décision de m'installer au Canada, de quitter la Tunisie pour venir m'installer au Canada. Et c'est une grande décision. Ouais, c'est courageux. Moi, je. C'était une grande décision, mais si je m'écoutais, il fallait que je fasse ça parce qu'en fait, euh, je n'avais pas accès à toutes les technologies auxquelles j'ai accès aujourd'hui à partir de la Tunisie pour des raisons très simples de fermeture Mhm, sur plusieurs plans, notamment à cause de cette devise qui n'est pas convertible, là, une monnaie non convertible. Donc, il y a des choses auxquelles on ne pouvait pas avoir accès, donc il fallait que je bouge de, de système de pays pour mhm. pouvoir accéder à ce qui m'appelait véritablement au fond de mon cœur, c'était ça, il y avait cet appel-là. Et puis, c'était aussi une décision de quitter une zone très, 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 très confortable pour quelque chose avec un énorme point d'interrogation. Ah. C'était ce move-là, parce que je travaillais très bien, je venais de sortir mon livre en Tunisie, je Mhm. faisais des conférences, et en plein milieu du truc, tu sais, en Tu t'es plein dit, je milieu m'en du vais. lancement, Ouais, je suis partie, la décision a été prise en 15 jours, j'ai fait mes valises et je suis partie. incroyable. Hmm. Ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Deep, DIP. Oui,
Je ne dirais pas qu'il me l'a conseillé, mais on est deux, et c'est pas moi. Je ne me suis pas autoconseillée ces bouquins. Et il parle justement de cette capacité à apprendre à quitter une situation qui paraît très confortable, mais pour laquelle on est en train de se contenter de quelque chose de presque médiocre. Alors, je parle pas de ta situation et du bouquin et tout, mais par rapport à nos plans, bah, c'est plus facile de rester là où on est, Mm. bah, parce qu'on connaît, on maîtrise, ça a l'air d'aller, mais en fait, au fond de toi, tu as un truc qui dit, je suis pas Mm. où il faut, mais ça prend, c'est tellement courageux, vraiment, je sais pas pourquoi j'utilise ce mot 50 fois aujourd'hui, mais il y a une notion de courage, je trouve, derrière à avoir le courage de dire non, là, même si c'est bien, c'est pas ce que je veux. Et en 15 jours, je change de pays, tu vois. C'est fou. Exactement, de pays, de culture, et puis de Ouais. se poser la question de comment est-ce que tout ça va se passer, mais en même temps, Sabrina, vraiment ce qui me motive dans toutes mes décisions, c'est toujours de poser la question à la version de moi de 90 ans, Hmm. est-ce qu'elle serait déçue peut-être que je n'ai pas fait ce move au moment où ça s'est proposé à moi? Ah, c'est une sacrée question, ça. Et aussi, on est toujours dans les ERI, parce que c'est vrai que j'ai déménagé à plus de 7 000 kilomètres, c'est vrai, mais en Hmm. même temps, euh, c'est réversible, c'est-à-dire j'ai le droit de changer d'avis. Si à un certain moment ça me convient plus, je peux revenir là où j'étais, il va rien se passer de grave. Et c'est comme si j'étais allée faire un petit tour et puis je reviens, voilà, il se passe rien de grave. Donc quand j'ai la possibilité d'avoir quelque chose de réversible, mais pourquoi est-ce que je le ferais pas? Mais ce qui est incroyable pour moi, c'est que tu considères que partir à 7 000 kilomètres c'est réversible, tu vois. Alors que pour moi, par exemple, là, 7 000 kilomètres, t'as intérêt que ça fonctionne. Tu vois? Non, mais c'est là, c'est ça, Ouais, le côté de la peur de l'échec et de dire mais ça veut dire quoi fonctionner en fait? Si je exact, peux aller, c'est peut-être déjà ça qui a fonctionné, même si je reste une semaine. Et alors? So what? exactement. Tu sais, ça me ramène à cette définition de l'échec parce que j'aime Hmm. bien définir les trucs parce que si on a deux définitions différentes, on peut ne pas bien se comprendre. Alors, je sais pas, toi, c'est quoi ta définition? Tu me la partageras Ouais. si tu en as envie. Oui, oui. Ma définition de l'échec, c'est investir trop d'énergie, de temps ou d'argent. Investir trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas arrêter l'investissement quand on réalise que c'est pas la bonne direction. Ouais. Jusque-là, moi, j'appelle ça de l'expérience. Quand est-ce que c'est un échec? C'est quand j'insiste et je m'acharne en sachant que ça fonctionne pas et d'aller droit dans le mur. Donc pour moi, la décision de venir m'installer au Canada, oui, c'est réversible. Je suis allée pour expérimenter. Et c'est simple, je suis allée en me donnant des délais, de me Hmm. dire, OK, rendez-vous dans tant de temps, on va faire le point. Ok. Si c'est trop énergivore, trop inconfortable, Hmm. c'est pas grave, on peut aussi éventuellement décider de revenir. Je me suis donné le temps et le point de rendez-vous, il est passé. Et j'ai fait une réunion entre moi et moi-même et toutes les parts de moi. Et convoqué. Voilà, exactement. Et voilà, et on a décidé qu'on allait continuer à rester. Trop On, bien. toutes les parts Ouais, de moi, ouais, on a bien convoqué. sûr. Ouais, moi je pense qu'on se convoque. C'est un peu ce côté, je suis le PDG de ma vie, ce truc-là. Ouais, Et je fais des promotions, je vais vers des gens, je mets des trucs à pied, ou des idées, hein, c'est pas forcément des personnes, mais des projets, des exact, envies. tout à fait. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce que je me suis posé la question ce matin sur c'est quoi vraiment échouer. Parce que pendant longtemps, je pensais que c'était prendre une décision et que ça se passe pas comme j'avais prévu. Hmm, Pour moi, c'était ça, échouer. Genre, j'ai décidé hmm, ce matin, je sais pas, à midi, je vais faire ma marche. Exemple tout bête, tu vois. Vraiment les hmm, trucs les plus simples de la vie. Si à midi 10 j'y suis pas allée, bah j'ai échoué et j'y vais même pas. hmm, C'est même pas hmm, genre, j'ai 10 minutes de retard, c'est que j'y vais même pas. Et en fait, ce que je m'étais noté, parce que quand ça vient comme ça, je note, sinon j'oublie tout, c'est que échouer, donc perdre, tu vois. C'est quand tu as décidé que justement ce que tu avais prévu de faire, ça n'existe plus. Genre que c'est abandonner le projet.
Pour moi, c'est ça Oui, échouer, plutôt que de changer les stratégies qui t'emmènent vers ce projet-là. c'est ça. C'est la loi du tout ou rien. Ouais, mais c'est un peu, ouais, ça c'est mon côté un peu, ouais. Je rigole parce que tout ou rien, ça s'écrit pas en un seul mot. La loi du tout ou rien. Non, Ouais, c'est pas le nom d'une ville, ouais, Toutour. tout ou rien. C'est à Tours. Oui, oui, oui. Mais en fait, non. C'est-à-dire, c'est euh, pour remplacer cette loi du tout ou rien, c'est vraiment de se dire, bah, un peu, c'est mieux que rien. Hmm. Un petit C'est-à-dire, j'ai pas effort, c'est réussi mieux que à... rien. Exactement. J'ai Hmm. pas marché pendant 1 heure, mais est-ce que je peux marcher 15 minutes? Ouais, c'est ça. Plutôt que d'abandonner l'idée d'aller marcher, ce que j'aurais pu faire, ou ce que je fais souvent, Mm, bah, mm, j'avais fixé une heure de slot, j'en ai perdu 10, bah, j'en ferai que 50. C'est pas grave, tu vois. C'est mm. pas... Plutôt que d'abandonner le projet, Oui. ou de pas remettre en question le système, et ce qui a fait qu'au final, je suis pas sortie à midi comme j'avais prévu, bah, Mm. j'abandonne, j'abandonne. Et c'est ça pour moi, échouer du coup. Et ça, c'est un truc bah, qui va me changer là. Oui. Mais ce qu'on réalise pas, en fait, c'est qu'un peu plus un peu plus un peu, ça fait des Ouais. trucs phénoménaux. Tu vois, par exemple, 10 pages par jour de lecture, Mm. c'est plus de 12 livres par an, Ça paraît fou comme ça, dit comme ça. tu vois. Parce que en région parisienne, tu as au moins une demi-heure de transport, par exemple. Ouais. Tu vois. T'as toujours Allez. moyen Ouais, il y a toujours le moyen de lire, même 2 pages, tu vois. Exactement, exactement. Et quand tu les cumules comme ça, Mm. tu vois après les sommes, c'est quelque chose d'extraordinaire. De toute façon, on les cumule sur les réseaux sociaux quand les gens regardent combien de temps Mm. C'est vrai. passe sur les réseaux sociaux par jour. Ils sont choqués, généralement, ils sont choqués. Ouais, puis c'est un temps cumulé. En plus, tu as mais tout ça, j'aurais pu faire tellement de choses. Oui, juste enlever ne serait-ce que 20 minutes Mm. pour le temps des réseaux sociaux pour faire autre chose. Et ça permet vraiment de commencer à installer. Bah ouais. Moi, j'aime bien les trucs progressifs quand c'est possible, d'investir, de transférer l'énergie vers quelque chose d'autre et Mm. d'investir dans quelque chose tout doucement, tranquillement. Ouais. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai juste mis comme règle d'écrire 1 page par jour ou à défaut de passer 30 minutes devant mon écran à ne rien faire si je ne suis pas inspirée. Ça force à l'habitude. En faisant ça, Ouais. même si je ne suis pas inspirée, que je passe 30 minutes sur la chaise, et 30 minutes c'est long quand on n'a pas d'inspiration, ça force à dire au cerveau, tu peux me raconter l'histoire que tu veux, je Mm. ne bougerai pas Moi, d'ici, j'ai et c'est ça décidé tous que les jours. là, on reste 30 minutes, toi et moi. Ah. Et on va Soit écrire. on écrit, soit on est juste assise à ne rien faire, mais il n'est pas question de se dire je suis pas inspirée, je vais aller faire autre chose. Et t'as eu des jours où t'arrivais rien à rien écrire? Bien sûr, Et t'as j'ai fait fixé quoi? mon écran blanc pendant une demi-heure. Genre, t'étais punie. Mais jusqu'à ce que je fasse des petites recherches pour savoir les autres comment ils font Ouais. pour ne pas avoir de panne d'inspiration. Et j'ai découvert une technique super géniale que j'ai utilisée. C'est quand tu termines ta session d'écriture, tu laisses la parenthèse ouverte. Comme ça, le lendemain, tu sais exactement par où recommencer. Hmm. Et quand tu es dans le mouvement, après, généralement, l'inspiration coule de source. Ah, c'est génial. C'est comme un jour, on m'avait conseillé de toujours préparer la première phrase que tu vas dire quand tu commences un discours ou une réunion ou un truc important où tu Oui, dois t'exprimer. Parce que c'est toujours oui, le premier, l'élan, là, l'impulsion qui est dur oui, à aller chercher. Et après, oui, ça coule tout seul. Donc, exact. je remercie cette personne. Et ça, c'est un truc que je fais. Je l'ai fait là, par exemple. Je l'ai fait pour le podcast, tu vois. Pour l'épisode, je me force à écrire la première phrase, sinon je suis là, oh, par quoi je commence? Ça va dans tous les sens dans mon cerveau et tout. Qu'est-ce que je fais? Donc, les ERI, donc les efforts raisonnablement, j'arrive pas à le dire, hein. Inconfortable, c'est que mon corps, il est pas d'accord, mais il le fait quand même. Je dis, c'est quoi raisonnable là? Qu'est-ce que Ça peut tu pas me être dis? raisonnable, là. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va sur Snapchat, c'est mieux. Euh, on a dit les ERI, écouter ses émotions un petit peu tous les jours. Mm, Idéalement, enfin idéalement, pour moi, mais après vous faites ce que vous voulez, apprendre à écrire un mm, peu tous les jours.
Regarder à l'intérieur plutôt que d'aller chercher les injonctions à l'extérieur. Et être indulgent avec soi-même. Complètement. Si on arrive à faire ça, si moi j'arrive à faire ça déjà, Ouais, ça va être moins compliqué le matin au réveil. c'est ça. Mais on fait vraiment du mieux qu'on peut. Ouais, Et si on a envie de faire différemment, on le fait en conscience. ouais, C'est tout. Et on est cool avec soi et tout va bien se passer. tout va bien se passer, c'est le mot. Et pour finir, dans ce podcast, vu que je n'ai pas les moyens de payer la SACEM et de mettre des musiques, j'ai trouvé un moyen de détourner le truc, c'est de créer une playlist euh, qui sera enrichie par chacun des invités, puisque j'espère et j'aspire à avoir un invité au moins par épisode. Et donc, je te remercie d'être la première déjà. C'est un honneur. Je Vraiment, te remercie merci. sincèrement. Tu as choisi une musique que tu m'as envoyée. Est-ce que tu Mm. veux en parler? Oui, j'ai choisi l'un des titres phares de Claudio Baglioni, qui Ouais, est Questo piccolo grande amore. c'est ça. C'est C'est tellement beau l'italien. C'est pour ça que je l'ai pas dit moi, parce que j'aurais fait ça avec un accent franco-maghrébin de l'espace là. Ça... Il doit y avoir un mélange d'accent chez moi aussi, Ouais, parce que non, ça fait non. plus longtemps que j'ai pas pratiqué, parce que vraiment, la musique italienne a bercé mon enfance, parce que j'ai grandi là-bas, à Incroyable. Rome. J'ai passé 10 ans, entre 7 et 17 ans, en fait, à Rome. Donc vraiment, c'est l'âge où on construit sa personnalité. Donc je suis profondément attachée à l'Italie et à la musique italienne, donc c'est pour ça que j'ai choisi un morceau Eh ben merci. italien. Du coup, je la mets dans la playlist, puisque je ne peux pas encore, je pense qu'un jour je le ferai, mettre les musiques dans le podcast. On partagera aussi tout ce qui a inspiré cet épisode, que j'ai eu plaisir à enregistrer avec toi. Je mettrai les liens, notamment vers tes livres, que moi j'ai lus et que j'ai dévorés et qui sont incroyables. Le lien vers la musique qui m'a moi inspirée, qui est Faire mieux de Youssoupha, qui est un artiste que j'aime énormément. Et c'est lui qui a inspiré aussi le titre, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on en fait? La musique, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à poser mes émotions, parce que je trouvais pas les bons mots, et je trouvais qu'écouter quelqu'un qui arrive à... Bah, c'est des poètes, hein, les artistes, donc Oui. transformer les émotions en paroles et en chansons, tu vois. C'est quelque chose Mm. qui m'a beaucoup bercée et accompagnée toute ma jeunesse. Je suis encore un peu jeune, mais la jeunesse d'avant, pas celle, pas celle de maintenant. Ça me tient à cœur de partager cette musique-là. Pas mal de livres aussi, des bouquins que j'ai lus. Je mettrai tout ça dans les commentaires sur tous les réseaux sociaux. Sabrina, tu me permets que je te pose une question? Bien sûr. Ah mais oui, trop bien. Moi, je peux faire ça pendant 3 heures, hein, donc... Non, oui, on va Ah non, conclure, mais non, mais alors juste pour que... vraiment, on peut, hein. Alors là, on peut Je repartir. suis, Ouais. je suis très curieuse de savoir, c'est quoi l'événement qui a provoqué ce déclic en toi, si tu veux le partager, Ouais, hein, il n'y a ouais. aucune question. Vraiment, il y en a eu plusieurs. En fait, c'est vraiment des ERI sans non voulus d'événements imposés, tu vois. Il y a eu un tout premier, après l'obtention de mon diplôme en école de commerce, je me suis levée le jour de mon anniversaire et mon bras bougeait plus. Mon bras droit, il bougeait plus. Il a dit, on arrête. Hmm. Et j'ai mis des mois à le refaire fonctionner, mais vraiment des mois. Et j'ai tout essayé médicalement parlant. Je me suis dit, allez, on va aller voir la science pure. Ce qui est très bien, et attention, disclaimer, allez voir des médecins. Je suis pas en train de dire le contraire, mais j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Et donc, je suis allée identifier ce qui avait pu déclencher. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé la veille ou une semaine avant, je sais pas, tu vois. Et je suis allée voir une ostéo qui m'a expliqué le lien entre le corps et les émotions. Et là, elle a ouvert une boîte de Pandore. Et c'était il y a 12 ans, tu vois. Donc, Ouais, pareil, ça a mis du temps. Et un ouais. autre événement, et c'est des événements dont j'aimerais bien aussi parler dans le podcast, qui peuvent être très douloureux sur le moment, mais comme ça, par exemple, comme mon bras ou d'autres, il y a eu un... Je me suis retrouvée pliée en deux dans mon bureau au travail. Ulcère. J'étais là, what?
on earth? Comment c'est possible, tu vois? Genre, tu te ronges de l'intérieur. Mais à chaque... je pense que j'aime bien apprendre dans la douleur, donc il va falloir que ça change. Ça, ce serait bien d'être un peu plus cool. Tu vois, de Ouais, diminuer. Mais c'est des événements souvent liés à ma santé. Donc, et là, et ça m'a coupé, je respirais plus. J'étais dans mon bureau, je respirais plus. Donc, urgence, et je comprenais pas. Et en fait, on m'a détecté ça. Ça m'a pas empêché d'ignorer le truc. Et donc, c'est revenu. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça y est, mm, tu peux pas, à cet âge-là, avoir mal à l'estomac comme ça. Viens, tu t'occupes de ton ventre, quoi. Donc, ça. Et dernièrement, oui, il y en a d'autres. Ça, c'était les plus anciens. Et en plus récent, parce que tu as posé une question, mais je réponds à 12 questions en même temps. bien sûr. Euh, Beaucoup de lectures dernièrement. Ce sont beaucoup les livres en ce moment. Et bah, le tien, déjà. Même si. J'essaie de penser à un truc un peu plus cool, genre plus joyeux, mais qui m'a fait changer. Ah si, un truc trop cool. Il y a des mots parfois qui te font changer de vie, je trouve. Des mots Mm. ultra positifs. Et quelqu'un a vu un de mes dessins. Un dessin, pour moi, c'est un gribouillage, tu vois. Et on m'a dit que c'était joli. Et du coup, je suis allée acheter de la peinture et je me suis mis à dessiner et à faire des trucs pour moi. Je ne le fais même pas pour les autres, ce qu'avant j'aurais fait. Du coup, je dessine et je fais des trucs et je les range. Voilà. C'est magnifique. On sous-estime l'impact qu'on peut avoir Ouais, sur les personnes avec juste un mot. c'est ça, le pouvoir des mots. Et ça me ramène. Ouais, merci d'avoir dit ça. Ça me ramène à l'intention du podcast. Si ça peut inspirer une personne, juste une, je serais trop contente. Magnifique. Trop, trop contente. Ma chère Shiraz, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cet entretien? Ben, mais vraiment un immense merci. Je crois que vraiment tout est dit. C'est vrai, Donc, moi, ça me fait plaisir. vraiment juste écoutez-vous, aux personnes qui nous écoutent, écoutez-vous et faites du mieux que vous pouvez. Chaque petit pas compte et Ouais, c'est très bien comme ça. c'est ça. Et la transition, c'est pour annoncer le prochain sujet, parce que j'ai des progrès. Je fais des ERI pour mon articulation, tu vois. Ça va finir. Ça sera la force du papillon, de l'inconfort à la joie de vivre. Voilà. Magnifique, magnifique. J'ai hâte d'écouter ça. Merci, merci, merci. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour ta À venue toi, Sana. tout le temps. Je te dis à très vite et je vous dis vous aussi à très vite parce que on est dans le podcast là. Ça y est, Ça y est, ça existe. ça existe. Génial. Allez, on va le déposer. Merci Merci, beaucoup. Shiraz. À bientôt. Hey, c'est encore moi. Je reviens parce qu'à la fin du podcast, enfin de cet épisode, je vous ai annoncé le sujet du prochain épisode autour des papillons et de la force du papillon. Ce ne sera pas le sujet du prochain épisode et c'est pas grave, ça arrive, c'est la loi des invités. Mais je ne voulais pas recommencer, ni changer, ni couper au montage ce qu'on s'était dit avec Shiraz. Du coup, je vous annonce en bonne et due forme le sujet du prochain épisode qui est le pouvoir des mots sur les plantes et si on faisait la même chose avec les humains, point d'interrogation. On parlera notamment des graines qu'on plante chez nous, chez les autres et les graines de meufs de foot avec notre très chère Émilie Ross. Voilà, je vous laisse avec ces mots, la musique qui a inspiré aussi le podcast, enfin une des musiques qui a inspiré le podcast. Et je vous dis à très vite. Merci. Je vous mets aussi la petite musique de fin qu'on aime bien. Il y a les faiblesses secrètes, les choix qu'on regrette. Demain c'est loin à skip, on va s'améliorer peut-être. Chacun sa merde, on a toujours des remords sa mère. Et on fait quoi de la soi-disant meilleure version de soi-même? Allez, c'est vraiment la fin cette fois. Ciao.